Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue sur la chaîne de la spiritualité pour tous présentée par Marie-Louise. Dans la vidéo qui va suivre, vous allez découvrir un personnage incroyable, Philippe Garcin. Certains le connaissent, d'autres non. Vous pouvez le découvrir, même le redécouvrir. On s'est marré, on a beaucoup rigolé. Philippe est quelqu'un que j'apprécie énormément. C'est quelqu'un de passionnant, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'expérience. C'est quelqu'un aussi de captivant, qui a une façon de transmettre qui est très particulière. Et ben moi, je me suis éclatée à enregistrer cette émission. Donc j'espère que vous aussi, vous passerez un moment des plus sympathiques avec Philippe et moi. Mais avant de vous laisser à cet échange, je voulais vous rappeler que cette chaîne, c'est la vôtre. Donc, si vous voulez intervenir pour n'importe quelle raison, n'hésitez pas à me contacter. Je vous mets le lien dans la description de la vidéo. Ce sera tout en bas. N'hésitez pas. Je suis assez disponible. Je réponds assez rapidement. Et c'est un peu la raison d'être de cette chaîne qui est de donner la parole aux uns et aux autres. Donc, pourquoi pas vous, tout simplement. Évidemment, si ça n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner, à partager si l'émission vous plaît et à mettre un petit commentaire. Philippe ou moi-même se feront un plaisir de vous répondre. Merci les amis et bonne émission. Philippe, bonjour et merci d'avoir accepté mon invitation. Comment vas-tu? Écoute, je vais plutôt bien à partir du moment où, en plus de ça, je me trouve en ta compagnie, donc ça va super bien. Ouais, je sais, je suis un flatteur en même temps, mais très sincèrement, ça me fait plaisir, très clairement. Oui, non, c'est vrai qu'on se connaît un peu tous les deux et c'est toujours plaisant de partager des gens qu'on apprécie et bon, de toute façon, on va le sentir pendant l'entretien, je pense. Donc c'est bon. Yes. C'est bon, ce sera agréable, vous pouvez rester. Donc tu vas bien. Philippe Garcin, pour ceux qui ne te connaissent pas, qui es-tu? Oula, tu veux que je raconte tout? Parce que si tu as quelques heures devant toi, oui, je peux peut-être raconter, C'est parti mais pour 5 heures d'émission. Non, en accéléré, qui es-tu, Philippe? Un jeune en homme? accéléré aujourd'hui, aujourd'hui, je me dis écrivain, romancier, réalisateur, on va dire. J'aime expérimenter des lieux de cérémonie que l'on connaît peu. Et moi, ça a été tout mon parcours pendant de très nombreuses années et que je continue d'ailleurs. Et j'essaie de me servir de tout ça pour le transmettre. En fait, c'est un peu l'idée maintenant, c'est de transmettre aussi une grande partie de tout ce que j'ai pu apprendre, connaître, expérimenter et pour un petit peu faire en sorte que ça soit plus facile d'accès pour tous. Là, tu parles de cérémonie de chamanisme. Tout à fait. Tout à fait. Alors, à la base, toi, c'est marrant parce que tu l'as pas dit ça. À la base, t'es comédien. Oui, oui, parce que en fait, si tu veux, j'ai un parcours assez atypique parce que je suis comédien, j'ai été comédien, après j'étais dans l'industrie, j'étais chef d'entreprise dans l'industrie parce que la comédie ne me permettait pas de nourrir mes enfants, donc et à un moment donné, Bah, faut bah, on fait un manger. petit, voilà, puis On moi a encore, faim. j'aurais pu m'en passer, mais mes fils ne pouvaient pas s'en passer. Ils avaient du mal à imaginer de ne pas manger. Ouais. Donc, du coup, j'ai arrêté, j'ai mis un petit peu en stand-by le métier de comédien. J'ai été dans l'industrie, j'ai été chef d'entreprise. Puis après, j'en ai eu marre, j'ai arrêté. Après, j'ai été, on va dire, je m'occupais de spectacles vivants et notamment de concerts et d'opéras que j'ai créés avec un ami qui était chef d'orchestre. Et puis ça ne me suffisait pas, donc je suis retourné sur les bancs d'école. J'ai été faire 4 ans de psy pour devenir psychopraticien et gestalt thérapeute. Et puis ça ne me suffisait pas encore, donc j'ai encore rechangé pour m'occuper J'étais un peu agent d'artiste d'un funambule entre autres, et puis d'un comédien. Et puis ça ne me convenait pas encore, donc j'ai œuvré dans différentes associations. Et puis jusqu'au moment où j'ai écrit, et l'écriture m'a fait devenir romancier, romancier, scénariste, scénariste, réalisateur, réalisateur. C'est ce que je suis aujourd'hui. Et est-ce que tu t'as dit là, ça me suffisait pas encore. Est-ce que là, pour l'instant, est-ce que ça te suffit? Non. Ah, Non, je vais aller bah, encore plus loin. Enfin, pour l'instant, maintenant, mon objectif prochain, ça va être effectivement de réaliser non plus des courts-métrages, mais des longs-métrages pour transmettre encore plus et, hmm. et puis être encore plus dans des conférences comme j'en fais déjà aujourd'hui. Mais c'est maintenant mon objectif, il est de transmettre vraiment à fond. Et puis après ça, je pense que ça ne me suffira pas, puis j'aurai besoin d'autre chose.
Ouais, t'es un éternel insatisfait. Exactement. Moi, j'aime bien les gens comme ça. Donc, tu as un parcours atypique, mais c'est souvent ce qu'on retrouve quand même, enfin ici, dans les gens qui découvrent la spiritualité quelle qu'elle soit. Mm. Souvent, c'est atypique, chaotique parfois pour certains, Mm. et c'est ça qui fait toute la richesse quand même de la Bah, je personne. pense. Bah, complètement. Puis c'est la découverte, on va dire, de ces différents éléments de la vie qui nous permettent aussi de grandir, qui nous permettent aussi d'être ce que l'on devient, quoi, tout simplement. Et je pense que c'est comme toujours, hein, ce sont les expériences qui nous construisent. Enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que je ressens les choses. Je pense que c'est plus que par l'expérience que par l'apprentissage théorique. Oui. L'expérience, est ce qui va nous permettre de devenir ce que l'on est, quoi. Et moi, c'est vrai que j'ai eu la chance d'expérimenter beaucoup de choses. Ou l'audace, je sais pas. J'ai envie de dire l'audace parce que la chance, on peut tous l'avoir, mais l'audace, tout le monde ne l'a pas. Hmm. J'ai peut-être eu la chance d'avoir beaucoup d'audace à un moment donné. C'est C'est bien beau, aussi. ouais, c'est beau, c'est une très belle phrase. Donc, bah, tu parlais de film, on va y aller direct. Tu as écrit un livre qui est magnifique, j'en ai beaucoup entendu parler. Edgar et l'enfant chaman, qui est extrêmement bien écrit. Et ça, je dis pas ça parce que je t'apprécie, parce que comme je t'apprécie, si ça avait mal été écrit, je te l'aurais dit. Je sais. Euh, moi, il se lit très bien. C'est agréable. On est emporté. Il y a beaucoup d'émotions et dès le début, c'est très touchant cette histoire du petit garçon, ce qu'il ressent, sa maturité aussi, elle est touchante. Enfin, mais dans les 10 premières pages, on peut plus lâcher après, tellement c'est prenant. Et donc, ce livre raconte, c'est un peu ta vie romancée, Bah, disons que, ton tu sais que enfance romancée. oui, c'est ça. Mais tu sais, je pense que il est difficile d'écrire sans avoir vécu les choses. Après, bon, chacun, effectivement, a un pouvoir imaginaire qui lui permet de mettre à profit en fonction de ce qu'il veut faire. Moi, il est vrai que pour ma part, je ne sais que transmettre quelque chose que j'ai personnellement vécu. Donc, ce petit garçon qui s'appelle Nathan va vivre des tas d'expériences. Il va vivre aussi, il a une vie familiale. Cette vie familiale est un peu en correspondance à ce que j'ai pu vivre, même si le contexte n'était pas du tout le même. Il se trouve que les émotions qui étaient transpercées, qui étaient là vraiment, sont les mêmes que celles que j'ai pu vivre, et dans tous les registres. Et après, toutes les expériences qu'il va faire dans ce monde chamanique, c'est les expériences que j'ai faites moi-même, vraiment à l'exact identique de ce que j'ai pu vivre. J'ai essayé de transmettre le plus possible Hmm. euh, ce que j'ai vraiment, vraiment vécu dans les moindres détails. Et c'est ce que cet enfant va traverser. Et c'est ce qui fait que peut-être pour ça aussi qu'il est attachant parce qu'il est vrai. Donc je pense. Oui, il est vrai. Non, mais c'est exactement ça. Euh, donc, tu as écrit ce livre, il y en a un deuxième qui arrive. Mm. Oui, oui. Il y a la suite qui arrive, en fait. Elle est là, Ouais. Elle est en cours d'écriture. elle est en cours d'écriture. T'as le titre ou pas du tout? On peut peut-être pas en parler. Pas encore. Pas Non, le titre, encore. je le détermine qu'à la fin, Ouais. généralement, donc pas déterminé encore. Hmm. Tu as fait un court-métrage en relation Oui. avec ce livre qui s'appelle À toujours. Et là, tu es en espoir, en travail acharné pour produire Hmm. l'adaptation du livre en film, en ce qu'on appelle un long-métrage. Et, euh, et là aussi, c'est une sacrée expérience. Oula, oui, ça, c'est le moins qu'on puisse dire. C'est-à-dire que faire un court-métrage, c'est quelque chose qui est. Là, c'est mon troisième court-métrage, hein. Donc là, j'en avais fait deux autres auparavant, que j'avais fait en coproduction avec mon amie de toujours, qui s'appelle Sandrine, qui joue dans le court-métrage aussi de À toujours. Et Sandrine, bon, on se connaît depuis 40 ans, hein. Donc, c'est vraiment ma grande, grande amie. C'est une excellente comédienne. Et puis, on avait réalisé deux premiers courts-métrages l'un et l'un ensemble. Un tout premier qui faisait 2 minutes 20 pour le festival du Nikon, qui est vraiment quelque chose de bien typique. Il faut que ça se fasse 2 minutes 20 ni plus ni moins, sur un thème donné. Donc, on s'était amusé à ça. C'est très, très compliqué à faire. Hmm. Et après, on en a fait un second. Et puis là, celui-ci, je l'ai réalisé tout seul, même si Sandrine joue dedans. Et le court-métrage est une façon de travailler qui est un peu particulière. On peut faire des courts-métrages en étant deux, avec une petite caméra, voilà, on arrive à être dans une petite équipe. Moi, typiquement, les deux premiers, on était cinq, quoi, quand on a fait les films. Le dernier qui a toujours, qui lui est Pas un peu plus mal. nu, hein, parce que bon, on a du décor, on a des effets spéciaux, ainsi de suite.
On a été plus 25-30 hein, quand même sur le plateau. Donc, on commence déjà à rentrer dans la machine, on va dire, du cinéma. Et puis, c'est quand même très, très intéressant, c'est passionnant. Enfin, moi, ça m'a appris énormément de choses parce que, une fois de plus, j'apprends tout sur le terrain et c'est ma façon de procéder. Et le long, eh ben, là, c'est encore une autre chose parce que c'est une machine encore plus importante où on a 80 personnes sur le plateau, on va dire. Et il y a plein de corps de métiers différents à mettre en œuvre. Il y a toute une préparation énorme à faire et c'est tout ça que j'apprends en même temps. Et puis bah, aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir des gens qui commencent à s'intéresser à cette idée et on a bon espoir que tout se mette en place dans les mois qui viennent. Donc on va voir maintenant comment ça va s'organiser. Espérons, espérons. La découverte du chamanisme, c'est un peu ce dont on va parler aujourd'hui, de ton parcours finalement, du parcours aussi du petit Nathan. Toi, c'est quelque chose que tu dis souvent et que je trouve très touchant et c'est beaucoup d'humilité. Tu dis, je ne suis pas chaman, je ne suis pas. Il y a ce côté manque de légitimité. Bah, c'est-à-dire que souvent on pose la question dans les conférences que je peux faire ou autres, et souvent on me dit ah ben en fait vous êtes chaman. Je dis non, non mais surtout pas, moi je suis pas chaman. Et je reste très très vigilant par rapport à ce terme parce que on s'aperçoit que le chamanisme est devenu presque un nom commun maintenant. Donc je mets en garde moi par rapport à tout ça. Il se trouve que moi le chamanisme je le vis depuis plus d'une trentaine d'années. Donc j'ai été effectivement dans des cérémonies tant avec des chamans d'Amérique du Nord, des Lakota, ainsi de suite, que en Amérique du Sud, en Amazonie, ainsi de suite. Donc j'ai été voir deux styles de chamanisme différents mais avec des vrais chamans, c'est-à-dire des gens qui sont culturellement dans ces tribus-là, qui ont appris d'une manière, on va dire, tribale, le chamanisme, et dans la réalité de ce que leurs ancêtres leur ont transmis. Et je trouve ça super intéressant. Et moi, à un moment donné, j'ai été vraiment très, très proche d'un chaman que j'ai suivi beaucoup, qui m'a demandé de devenir son fireman, donc c'est son assistant, en quelque sorte, de certaines de ses cérémonies, et donc qui souhaitait que je devienne moi-même chaman aussi. Et Mm. qui me le laissait sous-entendre suffisamment. Mais moi, je ne me sentais pas appelé dans cette dimension-là. J'avais envie d'être au service d'eux, mais je n'avais pas envie de me représenter comme ça. Et je dis toujours, vous savez, avant d'être chaman, il faut des années et des années. Donc, il faut rester en vigilance. Un chaman, avant qu'il ne soit déterminé comme chaman dans la tribu, de ce que j'ai pu entendre, moi, des Lakota ou des choses comme ça, il va se passer de nombreuses années. Si je pense celui que moi j'ai suivi, il est resté 7 ans dans une tribu Lakota, alors que lui était originaire, il était parti au Japon, après il était allé avec des Lakota, il est resté pendant 7 ans avec eux, et au bout de 7 ans, on lui dit, ouais, ça bon, là, maintenant, voilà, C'est bon. y aller. Tu peux commencer à y aller maintenant. Voilà, donc bon, faut rester en vigilance par rapport à tout ce que l'on entend du chamanisme en ce moment. Donc on ne devient pas chaman en 3 jours dans un T2 parisien. Non, et ça, moi, c'est quand j'entends des gens qui me disent, ah, c'est bon, j'ai fait un stage de tambour. Donc, j'ai fait un stage pendant 4 jours, j'ai fait du tambour avec des chamans et ils m'ont dit que ça y est, je pouvais être chaman et que je pouvais faire des cérémonies. Je dis, mais voilà, voilà, mais calmez-vous là. Calmez-vous. Alors, on va commencer par le début. Qu'est-ce que le chamanisme? Parce que moi, je ne, c'est quelque chose. Alors, j'en entends parler, mais je suis incapable d'en parler. Donc ça, c'est génial. Du coup, tu vas me faire, tu vas transmettre. C'est ce que tu aimes faire. Donc, je vais poser les questions les plus simples possibles parce que je n'y connais rien. Qu'est-ce que le chamanisme? Bah, le chamanisme, c'est toujours une question, en fait, et tu peux la poser à 5, 10 personnes différentes, chacun a sa perception du chamanisme. Pour moi, tel que je l'ai appris, le chaman, c'est un être particulier qui est en fait le lien entre le visible et l'invisible. Le chaman, c'est celui qui va réussir à capter les esprits, qui va réussir à avoir une transmission, une information et qui le transmet après. Le chaman, c'est cet être-là, en fait, qui a une forme de capacité, on va dire, à capter l'invisible et à le transmettre dans le visible. Et par cette capacité qu'il a, il t'apporte aussi des moyens de guérison. C'est pour ça qu'on consulte souvent le chaman pour les problèmes de santé, même pour guérir de quelque chose, parce que lui, il va les voir sur différents aspects de notre être pour sentir ce qui est important dans l'invisible, que l'on transmette dans le visible pour guérir. Le chaman, aujourd'hui, on pourrait le comparer à un énergéticien plus plus qui est canal et si on prend les termes, on va dire plus européens, on va dire ouais, c'est un énergéticien canal qui sait tout capter
et qui a une connaissance du vivant qui est beaucoup plus important que tout être aujourd'hui. C'est-à-dire que le chaman, moi, une fois de plus, et je parle que de mon expérience, de celle Mm. que j'ai vécue moi, mais ce qu'ils m'ont transmis, c'est cette culture du vivant. C'est ce fait de dire tout à sa place et que le brin d'herbe, le rocher ou l'être humain ou la fleur ou l'animal, tout a un sens. Et que dans ce sens-là, on ne doit toujours que respecter ce qui est vivant et considérer qu'à partir du moment où tout est vivant, bah, tout ce qui existe autour de nous doit avoir une forme de respect. Donc eux, ils sont dans cette dimension-là. Ils vont typiquement, un chaman, s'il fait une cérémonie et que pour cette cérémonie, il doit aller cueillir un morceau une branche d'arbre, il va demander l'autorisation à l'arbre, il va lui poser la question, il va sentir vibratoirement si ça fonctionne ou pas. Et si ça fonctionne, il va lui faire un don, il va lui offrir quelque chose en échange de la branche d'arbre qu'il va lui couper. Et c'est tout ça, c'est cette culture-là. Donc, le chaman, c'est vraiment quelqu'un qui est assez particulier, qui a cette capacité à ressentir, à percevoir tout et à pouvoir le transmettre en mots après. C'est un canal plus plus, et j'ai envie de dire, c'est un canal énergéticien, médium, qui existe depuis des centaines d'années. Et qui a une connaissance du vivant particulière. Ça, c'est ce que tu as mis en Exactement. avant. Ouais. Connaissance et respect du vivant qui est vraiment très très profonde. Le chamanisme, c'est principalement Amérique, la naissance du chamanisme. Alors, là-dessus, on a toujours des questionnements. Nous, ce que l'on connaît, c'est le chamanisme d'Amérique du Nord, essentiellement, ce que l'on entend au travers des médias, ainsi de suite, ce qu'on a pu Hmm. nous donner comme information. Mais il y a le chamanisme d'Amérique du Sud, effectivement, où c'est autre chose, puisque c'est un chamanisme qui est travaillé différemment. Mais il y a le chamanisme mongol, qui est peut-être aussi ancien, mais ce que j'ai pu apprendre, c'est le chamanisme d'Amérique du Nord qui est le plus ancien. Mais peut-être que c'est parce que les autres, on n'en avait pas connaissance auparavant et qu'ils existaient aussi depuis des siècles. Oui, en Les fait, on n'en sait Mongols, rien. exactement, les Mongols font ça, les Lapons font ça aussi depuis des années, des siècles et Hmm. des siècles. On ne sait pas à quand ça remonte, mais tout ce qui est certain, c'est que ce sont des gens qui arrivent de tribus où on leur a donné effectivement cette connaissance particulière et chacun la travaille différemment. Si tu prends l'Amérique du Nord, les Lakota, ainsi de suite, travaillent sur la chaleur, notamment avec les sweat lodges, et ainsi de suite, c'est leur premier principe. Et ils travaillent donc au travers de ça et au travers des champs. L'Amérique du Sud, eux, ils sont avec les plantes, donc on est avec la prise de plantes et puis là où ça Hmm. nous emmène. Les Mongols, eux, ils travaillent avec la transe au tambour, donc eux, ils sont au tambour, ainsi de suite, et on rentre en transe. Donc chacun, et puis les Lapons, Hmm. j'ai pu voir, parce que ça fait partie de ceux que je veux aller voir prochainement, les Lapons, eux, ils sont plus dans le côté du chamanisme guérisseur. Donc c'est vraiment le côté, le chaman qui capte, tiens, ouais, j'étais en face de moi, je sens que tu as une douleur à tel endroit, et c'est ça, et tiens, il faut que tu prennes telle plante ou telle médecine, on va dire, plus que plante, telle médecine pour guérir. Les Lapons, je les sens plus comme ça. Redis l'Amérique du Nord, c'est quoi leur particularité? L'Amérique du Nord, ils travaillent beaucoup avec la chaleur. Donc, Oui. la sweat lodge, qui est vraiment le principe de base des Lakota, c'est la sweat lodge. C'est au travers de la chaleur qu'on va expulser tout ce qui a besoin d'être expulsé. Et c'est grâce à la chaleur, donc dans ces sweat lodges, que l'on va ouvrir notre canal parce qu'à un moment donné, le cerveau, du fait de la pression de la chaleur, le cerveau s'arrête de réfléchir. Et puis, bon, on s'ouvre à autre chose de beaucoup Mais plus grand. c'est hyper intéressant parce que en fait, on a une idée très préconçue du chamanisme. Moi, je vais te donner la mienne, qui est on prend de l'ayahuasca, qui peut être considéré comme de la drogue, avec du tambour dans la nuit en Amazonie autour d'un feu de camp, pour avoir des visions et guérir. Donc rien que ça, c'est un mélange de beaucoup de pratiques différentes. Mm. Mm. Parce que là, tu nous dis la prise de plante, c'est plutôt Amérique du Sud. Le tambour, c'est plutôt le Mongol. chamanisme mongol. Ah ouais, c'est hyper. Ouais, donc il y a eu un mélange de Il y tout. a un mélange de tout. On prend ce qui nous arrange et on fait un beau paquet, quoi. Complètement. Et ce qui n'empêche pas que les Lakota d'Amérique du Nord utilisent le tambour parce que Bien ils ont sûr. les Lakota, moi que j'ai côtoyé pas mal, bon, on a la Sweat Lodge qui est effectivement la cérémonie culte de la première cérémonie, qui est vraiment ça dans la lutation. Effectivement, on va guérir, on va essayer de se soigner, ainsi de suite. Et puis après, bah, on a
on a la quête de vision où là, c'est de l'isolement en sommet d'une montagne pendant plusieurs jours jusqu'à obtenir une vision et puis redescendre après de sa montagne. On est seul là-haut sur la montagne. Il y a la danse du soleil où là, on est attaché à un arbre et on va faire l'offrande d'une partie de notre corps, vraiment, pour pouvoir dire qu'on offre ça au grand esprit et puis qu'on se libère de quelque chose. Ce sont vraiment des cérémonies, eux, voilà, qu'ils font et le tambour est utilisé à ces endroits-là. Mais leur cérémonie première, c'est la hutation. La sweat lodge, c'est vraiment le point d'orgue. Alors qu'effectivement, en Amazonie, on va prendre de l'ayahuasca et puis on va aller travailler un petit peu avec ce que la plante nous permet d'aller voir, en fait. Hmm. Comment tu découvres le chamanisme? Parce que t'es comédien, t'es parisien. Hmm. Comment tu te retrouves, comment tu te retrouves au sommet de ta montagne? Ah, concours de circonstances, j'ai envie de dire, c'est ce qu'on dit, mais en fait, je crois que j'ai toujours été très attiré par les Indiens. Ok. Quand j'étais enfant, déjà enfant, je me faisais mes petits sketchs dans ma chambre tout seul. Et généralement, dans mes petits sketchs, mes petites histoires que je me racontais, j'étais souvent un Indien. Et j'étais vraiment fasciné par cette façon, c'est ce peuple-là. Et puis bon, voilà, ça m'est passé après. Et puis les circonstances de vie ont fait qu'à un moment donné, parce que je m'intéressais à leur culture, que je trouvais très intéressant, quand il suffit de lire le texte de Seattle pour se rendre compte que wow, putain, ce sont des gens qui ont tout compris à la vie, que bah, je me suis dit, tiens, ça m'intéresserait. Et puis un beau jour, bah, je sais même plus comment ça s'est passé. On m'a proposé d'aller de faire une sweat lodge avec une chamane qui était là. Et j'y suis allé et puis ça m'a enthousiasmé. Et c'était en Normandie. Et puis de là, bah, je suis rentré là-dedans et j'étais expérimenté de plus en plus parce que bah, ça m'a interpellé. Donc effectivement, j'ai vu cette chamane. Puis après, cet autre chaman qui est un homme qui avait fait son enseignement chez les Lakota aussi et que j'ai suivi de nombreuses années et qui m'a fait faire une quête de vision où je suis allé au sommet de ma montagne et puis ainsi de suite. Et bah là, j'ai suivi ça, puis jusqu'au jour où on m'a parlé de l'ayahuasca une première fois, une deuxième fois, une troisième fois. Les premières fois, je disais non, non, jamais. Puis la troisième fois, je dis, bon, ok, j'essaye. Hmm. En fait, ouais, tu t'es laissé prendre par le fil. Ça. T'as jamais rien cherché. Non. On est dans le lâcher prise, hein. On te propose un truc, tu dis ok, on y va. Mm. Tout ça parce que t'aimais les Indiens, petits. Ouais, c'est exactement ça. C'est parce que Ouais, mais j'aimais les Indiens. Au c'est départ, sain. c'est ça. C'est l'amour des Indiens petits. Et en plus, ça, je pense que tu sais, c'est peut-être parce que je suis signe de la balance. Mais on représentait souvent les Indiens comme étant des méchants et les cow-boys comme étant des gentils. Bien sûr. Ça me faisait mal à chaque Dans, fois. ouais, moi tu vois, je pense à Lucky Luke, hein, depuis que tu Ouais, parles des Indiens. Oui, effectivement. c'était ça, et tu vois, à l'époque, il y avait des films avec John Wayne à l'époque, bon, je parle de ça, je parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Oui, mais ça, je pense Et, que vu le public, je pense que c'est bon. mais, mais bah ouais, il y avait John Wayne qui était là, le cow-boy, et celui qui sauvait le monde pratiquement, enfin, et qui Ouais. sauvait surtout de la sauvagerie des Indiens. Et Pour à chaque pouvoir fois, mettre des compagnies de chemin de fer, évidemment. Elles exactement. sont très Et donc, gentilles. mais moi, j'étais toujours. Enfin, ça me touchait profondément de voir comment on pouvait traiter un peuple de cette manière-là. Et probablement que c'est ça qui m'y a attaché. Et, ce qui fait qu'après, j'ai eu différentes lectures qui tournaient autour de ces principes de chamanisme, d'écriture qui ont été faites intéressantes, et notamment ce fameux texte de Seattle qui est quand même magnifique. Et, euh, et ça m'a de plus en plus interpellé. Et je me suis dit, bah, c'est un peuple qui est intéressant parce que justement, il a ce respect du vivant. Et moi, ça m'a troublé. Et toi, tu as ce truc, parce que je te connais en privé, mais l'injustice, ça, c'est quelque chose qui est très fort chez toi, si tu ne supportes pas. Et donc là, il y a un peu le truc de, ils sont opprimés, je n'accepte pas, donc j'y vais. Bah, il y a beaucoup de ça, effectivement. La justice fait partie des éléments chez moi qui Ah, sont plus, quoi. qui peuvent te mettre en colère, Ah d'ailleurs. oui, ça peut me mettre fortement en colère. Je trouve tellement désolant qu'on mette à l'index quelqu'un, une personne, un peuple, une civilisation sous prétexte de. Moi, voilà, j'arrive pas à le comprendre, quoi. Hmm. Ça fait partie des choses qui sont pas entendables pour moi. Donc, c'est vrai que bah, d'avoir vu tous ces Amérindiens qui étaient considérés comme des sauvages,
ça m'a fait mal, quoi, en fait. Et j'ai pas supporté, quoi. Je me suis dit, il y a certainement dans la culture amérindienne, des Amérindiens qui se sont mal comportés, et c'est évident. Mais bien sûr. Et, et on fait des sales choses, hein. Moi, j'ai pu en lire, hein, qui scalpaient, c'est des trucs dégueulasses. Mais par contre, faut pas oublier que c'est des deux côtés, quoi. Je veux dire, c'est ce qu'on retrouve partout, mais même encore aujourd'hui, hein, c'est ce qu'on retrouve partout. Donc, il faut juste avoir cette rationalité dans les choses et puis avoir cette considération que plutôt que de jeter l'anathème sur quelqu'un, bah, peut-être se dire et de mettre ce quelqu'un dans un groupe qu'on rejette totalement, c'est de se dire, bah, on peut avoir une personne dans un groupe qui n'est pas forcément la meilleure, mais le groupe n'est pas rejetable pour autant. Et puis, c'est bien de garder effectivement cette forme d'équilibre, tout Hmm. simplement. Ça, c'est moi. Non, mais c'est beau, moi j'aime bien. Tu vois, on profite de ton expérience, de ta grande expérience, et c'est toujours Ah. plaisant. Donc tu parlais de la hutte à sudation, toi tu as la version anglaise. Le sommet de la montagne, la Mhm. danse du soleil, tu as fait tout ça? Alors moi, les huttes, ça j'en ai fait beaucoup parce que bah, ça faisait partie d'un cérémonial classique, on va dire, hein, donc j'en ai fait beaucoup. Et ça m'a beaucoup interpellé, hein, j'ai envie de dire, parce qu'il y en a certaines que j'ai faites qu'on appelle bah, les huttes à sudation en fonction du chaman, si c'est un homme, une femme, ainsi de suite, et puis de ce qu'il ressent, parce que lui, en fait, il fait la hutte, donc la sweat lodge, en fonction de ce qu'il capte dans l'instant. Et donc, bah, s'il estime que ça doit être une hutte rude, il en fait une rude. Moi, j'en ai fait une qui était très guerrière, où Ou la t'as chaud? température a très, très, C'est, très, très, très chaud. c'est rigolo qu'on parle de ça parce que j'ai écouté, je sais plus sur quoi. Si, c'est Boxo, je sais pas si tu connais, c'est un légiste très connu belge qui fait beaucoup d'émissions et qui parle des façons de mourir. Il parlait du sauna. Bon, c'est pas un sauna là, mais c'est un peu le même principe. Mhm. Faut avoir chaud. Ouais. Et il disait que ça pouvait être extrêmement dangereux, que le corps, au bout d'une certaine température, ne supportait plus, et que tu avais des gens, que c'était assez fréquent, alors je veux pas faire peur, hein, mais de faire des arrêts cardiaques dans des saunas, et qu'il y a des gens qui ne peuvent pas y aller. Et là, tu parles de rudesse, j'ai eu très chaud, et c'est marrant, moi j'ai entendu ça hier ou avant-hier. Toi, dans tous les cas, tu t'es senti en sécurité dans ce que tu as fait. Complètement. Oui, parce qu'en fait, le chaman qui est présent, lui, il est connecté à toutes les personnes qui sont dans la hutte. Il Donc se rend compte, il il sait sait. si ça va le faire ou pas. Ouais. Et en plus de ça, si tu veux, quand on est dans une hutte, on est sur la terre et on sait que si on a trop chaud, il suffit de s'allonger et mettre la tête au sol et le sol est toujours froid, toujours frais, la terre est toujours fraîche. Donc la chaleur monte. Donc en fait, au sol, on n'a pas chaud. Donc il suffit de s'allonger simplement. Mais et puis je me suis toujours senti en sécurité parce que j'étais avec un chaman et les chamans avec lesquels j'ai bossé, très sérieux et qui savent exactement, à un moment donné, ils savent te dire, même si on est 10 dans la hutte, dire un tel, là, il est temps que tu sortes, c'est le moment. Hmm. Parce qu'il sent que effectivement ça va plus, quoi. Et ça, moi, voilà, j'ai pas senti de danger. Par contre, j'ai fait des huttes, ouais, hyper chaudes, quoi, hein. Je me rappelle d'une où, on fait ça, enfin, les hommes sont torse nu, hein, on est en pagne, on va dire. Et on n'est surtout pas à poil parce que ça fait pareil, des choses qu'il faut répéter souvent parce que quand je dis, ah ouais, ils sont tous à poil. Non, non, on n'est pas Ah à poil. ben non, Pas du tout. Non, non. On est heureusement. avec un pagne ou avec quelque chose autour de nous, en fait, en tout cas. On n'est pas du tout, c'est pas Oui, du c'est pas tout, une partouze, quoi. non, c'est pas du tout une partouze, Ah hein. merde. Puis alors, une partouze avec la chaleur qu'il y a, je veux dire bon courage, quoi. Mais, mais pas du tout. Donc, effectivement, on est avec un pagne, un paréo, on a quelque chose autour de nous. Les femmes sont habillées, elles, totalement. Enfin, totalement, elles ont un t-shirt. Et, euh, et donc, moi, les gouttes de sueur de mon front qui tombaient sur ma cuisse me brûlaient la cuisse. Ah oui. Donc, c'est très, très chaud. Ouais, c'est très Très, très très chaud. chaud. Ce qui... La montagne, t'as fait la montagne? J'ai fait la montagne, la quête de vision, ouais, je l'ai faite effectivement, et je suis allé au sommet d'une montagne et suis resté. Alors c'est pareil, quoi. Quand on fait une quête de vision, des gens qui te disent ah c'est ouais, c'est fidèle au sommet d'une montagne. Non, 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 non. Pour faire Non, la quête de tu vision, je m'y suis t'assieds. préparé 6 mois avant. Il y a tout un rituel, il y a toute une préparation. On fabrique ce qu'on appelle les tubacotai, qui sont des petits sacs de tissu dans lesquels on met un petit peu de tabac et qu'on vient nouer, et on vient les nouer les uns derrière les autres. Et on doit faire un sac par mois d'existence, y compris les 9 mois de grossesse.
Putain, faut pas partir trop tard alors. Donc, moi, je l'ai faite, j'avais une quarantaine d'années. Donc, il a fallu que j'en fasse beaucoup, beaucoup, beaucoup des sacs. Et tous Ah doivent oui. être accordés et ça ne doit jamais casser. Ouais, c'est Et très ritualisé. ah oui, c'est très ritualisé, c'est avec une corde rouge bien spécifique, ainsi de suite. Et en fait, le chaman te dit, si ça pète à un moment donné, tu me tiens au courant et tu regardes à quel âge ça a pété. Oh. Parce qu'en fonction de l'âge, si tu sais que c'est ton énième sac et que ça correspond à, je sais pas, à 12 ans ou 13 ans, une fois à 12 ans et 8 mois, et tu dis qu'est-ce qui s'est passé à 12 ans et 8 mois? Et là, tu t'aperçois qu'il s'est passé quelque chose dans ta vie. Génial. Alors là, le chaman te dit généralement, bon, bah maintenant, tu recommences. Ben oui, ben oui. Sauf, il fait des exceptions si ça t'arrive vraiment vers la fin, ou en fonction de l'événement, il dit, bon, ok, là, tu peux faire un petit nœud parce que là, bon, ça va. Attends, mais si t'as 12 ans et 8 mois que ça pète, que t'en as 40, ça Hmm. pète quand? Avant que tu partes ou pendant que tu pars? Ah, comment ça avant que tu pars? Avant, tu fais tes petits nœuds avant le voyage ou pendant? Ah non, c'est avant le voyage, bien sûr, c'est Voilà, avant le donc voyage. si ça pète avant, il peut te dire, bah tu recommences tout. Ça veut dire quoi? Tu Ouais, défais tout et tu recommences tout. ouais, c'est ça. En Ouais, fait, tout c'est... ça, tu le prépares avant de partir Ok. à la montagne. Et ouais, il peut te dire, bah, tu recommences tout. Ou alors, il peut te dire, bon, vu l'événement, ok, tu peux faire un nœud parce que là, je vais faire un truc et c'est bon, ok. Ouais, mais c'est très ritualisé, c'est C'est très c'est super rigoureux. ritualisé et on s'aperçoit que bah, ça a une vraie signification. Et c'est tout ça, tu vois, que moi, à chaque fois que je veux transmettre, que ce soit dans les bouquins, dans les films, c'est de montrer tout ça parce que c'est pas rien, quoi. Donc, on fait tout ça, ça prend beaucoup de temps. Ça fait beaucoup de sacs, moi, ça fait beaucoup de sacs Bah oui. que tu au bout d'un tour d'un bâton. Et après, en fait, ça, c'est les 6 premiers mois. Donc, bon, tu as un régime alimentaire Mais aussi. attends, attends, Et après, attends. 4 fois 12, 48, ça fait 480 sacs. Si t'as 40 ans. oui, c'est Plus les ça. 9 mois de grossesse, donc t'es facilement à C'est 500 ça. sacs. Euh, C'est ça. c'est énorme. Il faut des semaines pour les faire. Ben oui, Et donc, moi, tu vois, et en plus, ça, quand tu le fais en conscience. C'est ben pas genre, oui. tu fais tes sacs C'est en pas, oui, info, hein, non. oui. Et donc tu parlais Tu dis bien, d'une alimentation aussi précise avant. oui, complètement. On évite de manger trop de viande, on évite de manger pour éviter de se charger de trop. Donc, on fait en sorte de limiter un petit peu nos prises de protéines animales pour, voilà, pour être le plus léger possible et d'être le plus en harmonie avec la nature. Parce que en fait, l'idée, c'est moins tu manges d'animal, plus ta transpiration, enfin, c'est-à-dire, plus tu manges du végétal, plus ta transpiration va sentir le végétal. Ça veut Hmm. dire que là où tu vas te trouver, l'odeur de ta peau va être plus assimilable à de la nature qu'à de l'animal. Ce qui veut dire que même si des animaux viennent vers toi, ils vont pas te considérer comme un prédateur, mais considérer comme quelqu'un qui fait partie de l'environnement naturel, quoi, Oh, on va c'est dire. génial. C'est tous ces éléments-là qui sont super intéressants, importants. Et c'est là où tu vois qu'il y a tout un rituel. Et tu vois, c'est ça qu'on a fait, ce qu'on appelle donc les Tobakotai. Et après, on arrive le jour où on doit aller sur la montagne, bah, on arrive 8 jours avant, on refait des sweat lodges de purification, de nettoyage, ainsi de suite. Et on a fait après une dernière. À l'issue de la dernière que l'on fait, on nous dit bien, vous faites la cérémonie et vous sortez de la sweat lodge sans un mot, sans un regard, sans rien. Vous prenez votre sac et vous montez au sommet de votre montagne. Et sans un mot, sans rien. Tu dis rien et tu ne regardes pas les gens dans les yeux. Parce que là, tu es rentré dans la cérémonie et pour les chamans, c'est à partir de ce moment-là, tu viens en harmonie avec l'esprit et là, tu dois plus regarder. Donc, tu regardes plus dans les yeux et tu montes tranquillement. Et moi, je l'ai fait, on était, je sais pas, une dizaine et on montait chacun de notre côté. Voilà. Moi, je me suis mis au sommet de la montagne, à un endroit bien précis où j'avais une vue énorme sur tout le massif en face. Et en fait, quand tu arrives, tu prends tes Tobakotai en question, tu fais un grand cercle au sol, tu te mets au centre et tu n'en sortiras plus jusqu'au jour où tu redescendras de la montagne. Parce que c'est ta protection. C'est ta protection, tes Tobakotai te protègent de tout l'environnement. Hmm. Et c'est incroyable, quoi. Je veux dire, enfin, et c'est tout ça, c'est donc vachement ritualisé. En plus, ça, moi, je l'ai fait. C'était donc moi, le chaman que je connaissais, qui l'organisait. Il avait fait venir avec lui des gens des Lakota. On a fait ça au sommet on a fait ça dans les Pyrénées. Ils sont venus l'année où ont été relâchés les ours dans les Oui. Pyrénées. Et, euh, et nous, ils nous ont dit, vous inquiétez pas, on va sur l'autre versant. Donc on est peinard. Ok.
Eh ben non. Eh ben, les ours, eux, ils se sont rendus compte qu'il se passait quelque chose. Donc, ils ont D'accord. traversé le versant et sont venus. Et alors? Bah, dans l'eau, il y en a certains qui les ont sentis, parce que ça sent fort, un ours. D'autres qui les ont entendus, parce que tu les entends, hein. Un ours qui marche pas très loin, tu l'entends. Hmm. Et puis, il y en a un qu'on a vu, hein. Et Et aucun donc, problème. aucun problème. Moi, je l'ai senti, parce que moi, en pleine nuit, j'ai senti une odeur, mais très Forte. animale, très faude. Je me suis dit, oh, c'est quoi cette odeur? Et c'était lui, hein. Hmm. Et il y en a d'autres donc qui, au même moment, on se les relayait après, quand on en a parlé, d'autres qui l'ont entendu. Et le troisième, lui, il l'a vu, et l'ours est venu devant lui, à la lisière de cet obacotail. Mhm. Il s'est soulevé sur ses pattes arrière, il a grogné, Mhm. Et il est reparti. il est reparti. Ouais. Mais c'est beau Il n'est jamais ça. rentré dans le cercle. Jamais. Ouais, donc c'est assez impressionnant parce que moi, ce que je retiens, c'est que matériellement, le corps est quand même, dans tous les cas, à la fois mis à rude épreuve, mais extrêmement préparé à cette épreuve. C'est ça qui est intéressant, c'est que c'est pas tu vas sur ta montagne, tu restes 3 jours et tu redescends. On te prépare à rester 3 jours sur ta montagne. Et c'est ça qui est intéressant parce que finalement, tu dis le rituel, il commence quand tu sors de la lunch, Ouais, lush. pas de euh, lodge. mais en fait, non, il a commencé quand tu as commencé à faire tes petits sacs. Complètement. Et c'est ça Complètement. qui est dingo, c'est que c'est très Mm. long, très profond. Ça te teste aussi sur ton envie d'aller au bout ou pas. C'est très rigoureux. Et, Complètement. et c'est pour ça que tu dis, il faut faire attention Mm. sur qui on tombe. Bon, je pense que c'est comme dans toute thérapie. Dans tout, il y a des gens qui abusent, qui s'approprient des pratiques qu'ils ne comprennent pas Mm. parce que ça fait bien, parce que ça marche. Mais Et c'est à respecter, en fait. C'est juste de se dire, tous ces rituels existent depuis des siècles et ils ont été faits dans des conditions bien particulières. Et c'est bien de respecter. oui, c'est ça, le respect. Se dire que ce sont des gens qui ont une capacité. Tu vois, à un moment donné, j'étais au sommet de la montagne. Alors, ça n'a rien à voir. Enfin, ça n'a rien à voir. C'est pour montrer un petit peu la puissance de ces rituels et de ces gens-là. Et on était au sommet de la montagne. Et puis, bon, moi, j'étais donc face à l'environnement. Et au loin, je vois un nuage noir, mais noir, qui arrive. Et ça se triait dans le ciel des éclairs. Je me suis dit, oh, on va se le prendre sur la gueule, celui-là, quelque chose. Et quand tu es au sommet de ta montagne, que tu n'as rien comme protection, parce que tu es dans t'es à côtail et tu as juste une petite couverture, c'est tout ce que tu as. Donc, t'as rien, hein, tu peux pas te protéger. T'as pas de kawaii, t'as pas de tente, t'as Non, pas de t'as rien du parapluie, ouais. tout. Rien. Donc, tu le fais vraiment nature. Je me suis dit, on va se prendre ça sur la gueule. En même temps, je n'avais pas tellement peur parce que Oui. j'avais une forme de confiance, tu vois. Et je me suis dit, là, ça va être chaud quand même, mais c'est pas grave. Et le camp de base, donc, qui était en bas de la montagne, il y avait là le chaman avec différentes personnes qui sont là pour la protection, hein, quand même, hein, puisqu'une fois par jour, ils montent nous voir pour s'assurer que tout va bien, machin. Et j'ai entendu dans le camp, ils ont commencé à chanter. Ils ont pris les tambours, ils ont chanté, tous. Mm. Et ils ont tapé du tambour de plus en plus fort. Et on les entendait dans la montagne, ça résonnait, ça Ah, résonnait. waouh, ça devait être Et j'ai vu le magnifique. nuage qui arrivait face à nous. Et à un moment donné, le nuage est parti sur la gauche. Trop fort. Il a fait tout le tour derrière. Et il a éclaté dans les montagnes à l'arrière. Et Ah, nous, mais on a... c'est ça la fameuse danse de la pluie. Mais bah, Non, mais c'est entre autres. Puis génial. moi, ça m'a troublé. J'ai vu ça, j'ai fait, waouh, Oui, parce que toi, t'étais obsédé par ce nuage et tu te dis, je vais me le exactement. prendre. J'ai pas J'ai vu le envie, mais j'ai nuage, j'ai envie. fait faire le tour. Hmm. C'est un truc de fou quand même. Génial. Ah ouais, C'est génial. là où on voit la puissance de ces cérémonies et que c'est pas à prendre à la légère, qu'on peut, avec ces cérémonies-là, il Oui, y a plein parce de choses possibles. que aujourd'hui, enfin, tu peux acheter un tambour de Bien sûr. chaman n'importe où. Hmm. Exactement. Exactement. Et c'est bien d'avoir la conscience de ce que c'est. Est-ce qu'on peut parler de l'ayahuasca? Moi, Bien c'est un sûr. truc. Moi, Hmm. tu sais, bah, moi, je suis bête. Je suis pas du tout bête, mais bah, des fois, j'ai beaucoup de préjugés. Pour moi, l'ayahuasca, c'est tu te shootes. C'est enfin, pour moi, ça peut être associé à de la drogue. Euh, Moi, je repense toujours à un client que j'ai qui m'appelle euh, en détresse absolue. Alors, je ne parlerai pas non plus de lui trop, mais il m'explique qu'il a beaucoup de pathologies psychiatriques, qu'il est suivi, mais qu'il ne veut plus être suivi et qu'il ne prend plus ses médicaments. Et l'objet de sa consultation, c'est est-ce que je vais en Amazonie pour prendre de l'ayahuasca?
Moi, vu le profil du gars et sa façon de parler de ses pathologies puis là, c'était vraiment partir sur un coup de tête. Je me suis dit, ce qui ressortait, c'est peut-être pas la meilleure solution tout de suite maintenant, tu vois. Et donc j'ai ce côté, j'ai cette croyance qui est que ça peut être très dangereux. On a entendu des faits divers où tu as des gamins qui partent et qui reviennent jamais, et qui restent perdus et perchés en forêt d'Amazonie. À mon avis, il se passe d'autres choses aussi, hein. Il y a des petits trafics Mm. d'organes quand même dans les coins. Mais qu'est-ce que la Ayahuasca? Pourquoi tu refuses trois fois? Enfin, pourquoi tu acceptes qu'au bout de la troisième fois? Enfin, qu'est-ce que c'est? Parce que ça peut être très incompris et très dangereux. Mais c'est comme tout, hein, tu sais, je crois que l'ayahuasca, ça doit se prendre dans les conditions les meilleures, ça doit se prendre dans les conditions ritualisées, comme ça l'était depuis des siècles. Parce que l'ayahuasca est une plante qui est prise depuis des siècles, hein, par ces tribus. Mais c'est bien de le faire dans la vraie tradition, dans la vraie cérémoniale et prendre toutes les précautions. Moi, typiquement, pour prendre de l'ayahuasca, bah, c'est pareil. J'ai mis 6 mois auparavant à avoir tout un rituel, un travail intérieur bah, pour savoir ce que j'allais prendre, de nettoyage de mon corps avec différents types de nettoyage, d'alimentation complètement différenciée pour pouvoir justement arriver là-bas le plus propre possible. En amont, bah, j'ai fait des examens aussi médicaux pour m'assurer que j'étais capable de la prendre. Et tout ça, ça a une vraie sens. Et puis quand tu arrives sur place, moi je suis arrivé dans un centre là-bas au Pérou, à Tarapoto exactement. Et bah, les premières choses que l'on fait, c'est qu'on prend des plantes d'abord de nettoyage. On prend des plantes pendant 8 jours, hein. Et après, on C'est commence à génial. prendre de l'ayahuasca. J'adore parce que ce que je dis, c'est que moi, ce que je retiendrai, c'est que c'est la rudesse, le corps est mis à rude épreuve, mais finalement, pour supporter cette épreuve, vous êtes, enfin toi, là, on va parler de toi, tu es en super santé. Parce que tu as conscience que tu vas le malmener, et du Hum. coup, t'es en super, c'est ça qui me, Ah, en fait, si tu veux, eux, ils partent du principe, et à très juste titre, c'est que pour pouvoir prendre une plante, il faut avant toute chose se nettoyer et puis amener la qualité de cette plante qu'est l'ayahuasca, qui est une plante. Alors, on dit que c'est une drogue, c'est pas du tout une drogue, hein, c'est un Hmm. psychotrope. Olivier Chambon, on en a parlé d'ailleurs beaucoup. Olivier Chambon, moi je l'ai croisé là-bas, on a été un moment donné en cérémonie ensemble. Et qui est comme Olivier Chambon, c'est le psychiatre et le chaman, celui qui a fait pas mal de bouquins là-dessus, qui est pas mal écouté maintenant. Et, euh, et c'est un type adorable en plus de ça. Et en fait, c'est ce qu'il disait, c'est un psychotrope. En fait, le principe de cet ayahuasca qui est tu... Alors, quand c'est ritualisé avec des chamans qui font un cérémonial. Quand ils font, en fait, là, on dit la plante, c'est une liane, l'ayahuasca, hein. C'est une liane qu'ils vont cueillir dans la forêt amazonienne avec la vibration de la forêt. Et ils la font après, ils la mettent, on va dire, en décoction. Ils associent d'autres choses dedans. Et après, il y a des prières, ainsi de suite, ce qui fait que ça donne une vibration très particulière. Mais en fait, cette plante, elle te sert à quoi? Elle te sert simplement à couper ton mental, point. C'est-à-dire que quand tu as pris la plante, le mental est coupé et ça t'emmène dans une autre dimension de toi-même. Va te faire voir toutes tes zones d'ombre, mais également toutes tes zones de lumière. Faut être prêt quand même, hein. Donc, au départ, c'est pas toujours agréable. Ouais. Par contre, si tu es bien accompagné par des vrais chamans, c'est super rigoureux, il y a une intention très particulière qui est donnée. Et à un tel point, c'est que moi, là où je suis allé, qui est un centre qui se trouve donc à Tarapoto, ils reçoivent des drogués, mais de drogue dure. Mhm. Ils viennent 9 mois là-bas, et au bout de 9 mois, ils repartent, Ils et sont ils sont clean. désintoxiqués, et ils ont un Mhm. taux de réussite 80% quand même, hein. C'est incroyable. Énorme. Et Ouais. donc, la plante, elle va nettoyer, elle va t'emmener dans tous tes travers, elle va te montrer tous tes travers, Non, mais il elle va faut te être. permettre. Attends, faut être prêt. Moi, alors, je me fous à la place d'un toxico. Je peux pas, intellectuellement, je peux pas. Mais prendre Ah la bah, démarche d'aller là-bas 9 mois. 9 mois, c'est rigolo. C'est un temps de ah ouais. gestation, 9 mois. Partir 9 mois là-bas, et ça demande une force morale parce que tu es face à toutes tes zones d'ombre. Et je prends pas trop de risques quand je dis que si tu es toxico, c'est qu'il y en a beaucoup. Faut être quand même sacrément courageux. Ah non, mais clairement, moi j'en ai croisé un avec qui j'ai discuté, ça faisait 6 mois qu'il était là-bas. Il m'a dit les 2 premiers mois, il en a. Surtout que les 2 premiers mois, ils prennent même pas d'ayahuasca, hein. Ils prennent plein de plantes pour nettoyer, pour Oui, mais nettoyer, ils se pour droguent plus parce qu'il nettoyer. y a aussi un Ils sevrage droguent- forcé. voilà, ils prennent plein de plantes de sevrage, ainsi de suite. Donc il m'a dit les 2 premiers mois ou le premier mois, il m'a dit qu'il en a chié vraiment. Et après, bon, tout a pu s'apaiser. Et après, il a pu commencer effectivement le vrai travail grâce à l'ayahuasca, où il a pu aller voir toutes ces zones d'ombre et puis aller voir aussi la lumière, parce que c'est un peu l'objectif. Ben oui, mais avant d'aller voir la lumière, faut voir l'ombre souvent.
Donc, tu vois, c'est pour te dire que ces cérémoniales, moi, quand j'entends des gens qui me disent, ah, je vais prendre de l'ayahuasca, moi, on m'a proposé d'aller en prendre à Paris dans le 19e dans un studio. J'ai dit, mais vous êtes tarés ou quoi? Tu m'as raconté. Et ça va pas. Tu prends pas de l'ayahuasca comme ça. Moi, Oui, je l'ai parce fait. qu'en fait, la Wayaşka, c'est un peu, enfin, dans toutes les, parce que c'est une cérémonie comme celle de la montagne, différente, mais ça reste une cérémonie. En fait, c'est l'aboutissement, tout l'intérêt, enfin, pas tout l'intérêt, mais la, la majorité du temps de la cérémonie, c'est la préparation. Exactement. Il C'est y a ça qui est toute cette important. préparation qui est énorme. Et tu as des gens qui vont en Amazonie, qui prennent de l'ayahuasca, mais qui est ce qu'on appelle de l'ayahuasca touristique. Ah oui. Et d'ailleurs, l'ayahuasca, par exemple, typiquement, comme toutes tes essences qui sont déployées, tu ne la prends que la nuit, jamais en plein jour. Tu en as beaucoup qui la prennent en plein jour. Tu dis, mais c'est pas normal. Parce Hmm. qu'en fait, si tu veux, typiquement, tu as tes pupilles qui se dilatent. Pupilles qui se dilatent, si tu la prends en plein jour, ça te brûle les yeux, quoi, hein, Hmm. attention. J'ai une Donc, question. Moi, j'ai toujours cru que la Wayashka, ça donnait une intoxication alimentaire. Donc la personne se vidait littéralement parce que ne supportait pas. Et c'est que cet état d'intoxication alimentaire faisait qu'elle était hyper connectée. C'est des alors, conneries. non, c'est pas des, enfin, c'est la formulation qui est pas forcément la plus juste. Mais Hmm. en tout cas, tu prends cette plante et les Amérindiens te disent, enfin, les chamans te disent surtout, ils disent, le nec plus ultra, c'est que la plante, c'est que tu la vomisses à un moment donné. Donc, c'est pas une intoxication alimentaire où tu vas vomir toute. Non. Tripes et Tu vomis boyaux, ouais. une fois la plante, point, terminé. T'as un D'accord. seau, tu la vomis dedans. Point. Et parce que du moment où tu la vomis, il te reste à l'intérieur que sa substance énergétique. Hmm. Et il n'y a plus toute la partie, on va dire, entre guillemets, peut-être un peu toxique. Je ne sais même pas si c'est de la toxicité, mais cette partie vomitive, elle n'existe plus. Et donc, tu n'as plus que la partie énergétique et vibratoire. Et là, c'est toute cette vibration qui te permet effectivement de lâcher complètement le mental. Le mental n'existe plus. C'est-à-dire que tu restes en conscience totale, mais tu n'as plus le mental qui vient interférer. Moi, typiquement, quand j'ai pris l'ayahuasca, les 2 premières séances, j'en ai chié, mais comme c'est pas possible, parce que mon mental ne voulait pas lâcher. Oui, et puis Il je te ne... Alors, connais, je te connais un peu, je pense que t'es comme moi, t'as un mental de cheval. exactement. Et pourtant, j'ai fait quand même pas mal de trucs de cérémonie. Mais j'avais un mental, mais alors, ça comme. Hein. Et ce qui fait que je faisais les 2 premières sessions. Une session, ça commence à 22 heures, ça finit à 4 heures du matin à peu près. Hein. Et donc, ça se fait dans le noir le plus total. Il y a les chamans qui chantent tout le long de la session, qui te demandent de rester assis, dans la vraie tradition, je parle. Hein. Surtout que jamais t'allonger. Tu restes assis, le dos donc adossé à la maloca, qui est cette maison, on va dire, cérémoniale ronde en bois. Et donc, ils disent, tu restes là et tu ne bouges pas. Tu restes assis tout le temps de la cérémonie. Si à un moment donné, tu sens que tu vas dormir, tu te raccroches au chant, mais surtout, tu ne t'endors pas. Et il y a, généralement, moi, ils étaient trois et ils se relayaient pour chanter et ainsi de suite. Et eux-mêmes prennent un petit peu d'ayahuasca pour être aussi dans la même dimension. Et moi, je sais qu'il y en a un, à un moment donné, qui est venu me voir parce qu'il m'a dit, ça va pas, toi, Philippe. Déjà en pleine nuit, je sais même pas comment il a fait pour venir jusqu'à moi. J'ai pas compris. Mais il est arrivé à moi et il m'a dit ça va pas. Et moi, en fait, je tremblais comme une feuille. Je sautais sur moi-même. Ça, j'avais le corps qui faisait ça, Ouais. quoi. Et il me dit ça va pas. J'ai fait et comme ça. Il m'a dit non, ça va pas. Non? Il m'a dit tu peux te faire un soin? Oui, vas-y. Et donc, il m'a mis me poser la main sur la tête et j'ai senti l'énergie d'un seul coup qui m'a complètement apaisé Waouh. et tout s'est calmé. Et Waouh. tout s'est calmé. Et le lendemain, donc quand la session s'est terminée, donc moi, chaque fois, je traversais des choses vraiment pas faciles. Mais le lendemain, au réveil, je me réveille, puis je me dis, putain, mais c'était un tel qui est venu me voir. Il parlait espagnol. Je ne comprends pas l'espagnol. Hmm. Moi, je lui ai répondu en français. Il ne comprend pas le français. Ah ouais, vous êtes compris. Et on s'est compris. Ah, c'est beau. Et on s'est vraiment parlé. Et là, je me suis dit, ah ouais, ok, d'accord. En fait, le mot, là, est juste simplement une espèce d'implantation sur quelque chose qui est vibratoire. C'est-à-dire que vibratoirement, on arrive à se parler, on n'a pas besoin de mots. Et on a réussi à se parler d'inconscient à inconscient. Je ne sais pas comment ça s'est passé. Mais en tout cas, Waouh. voilà, ça a J'adore. été assez incroyable, quoi. Tu te dis, waouh, putain, c'est quoi ce truc de ouf, Ouais, quoi. c'est clair, oui, oui, c'est, puis surtout C'est- si, c'est- puis ça sert à rien de chercher le pourquoi du comment parce que tu auras jamais la réponse. C'est comme ça. Exactement. Exactement. Et tu vois, moi, ça a été ça. Et 2 premières sessions. Et la troisième session, en fait, parce que j'avais été discuté après avec le chaman, il m'a dit,
ton mental est très très fort et donc tu as du mal à lâcher. Et la troisième session, qui était en pleine forêt, enfin bref, bien bien hard en plus. Et c'est pareil, ça recommençait mon mental et à un moment donné, j'ai dit, ouais, c'est bon, ça me fait chier, j'arrête là. J'attends que la cérémonie se termine, mais là, c'est bon. Je, je me laisse, je me laisse tranquille maintenant. Et Et dès paf. dès ce moment-là où j'ai décidé, là, effectivement, j'ai vomi la plante. Et, euh, et je me suis dit, bon, ok, comme ça, je suis peinard. Maintenant, je vais attendre que la cérémonie se termine, hein. Ouais, Cool, t'avais pas envie, quoi. exactement. Et là, à ce moment-là, j'ai entendu une voix derrière moi. Mais j'ai entendu une voix comme tu peux m'entendre. Elle était Hmm. vraiment verbalisée. Et cette voix qui m'a dit, ah, ça y est, on peut commencer maintenant. Et là, je me suis retourné, j'ai fait, putain, mais c'est quoi ce truc? Mais j'étais adossé à un mur, donc il ne pouvait y avoir personne derrière moi. Hmm. Et là, tout a commencé. Quand t'as lâché prise. Et Et là, j'ai pu. lâcher, ouais, et lâcher Là, on m'a prise, ça montré. peut être dire, bon, ben là, je laisse tomber, ça me saoule, demain, C'est je ça. rentre à Paris. Exactement. Mais Et moi, c'était là, ça. ah, ça. C'était demain, je reprends l'avion, je me casse. Ouais, je me casse et c'est la dernière fois que. Ouais, mais c'est ça le lâcher prise. Souvent, on me dit comment on lâche prise. Bah, comme ça, super exemple. C'est pas des décisions, des fois, tu sais. Et moi, je vois ça parce que, et les premières sessions, franchement, j'avais des visions de serpents, de diables, de diablotins qui venaient se présenter à moi, qui riaient, moi aussi. Et ça faisait pas, ça n'était pas effrayant, mais c'était pas agréable, quoi. Hmm. Et, là, du moment où j'ai lâché, après, je suis parti dans Ouais, un autre univers. magnifique. J'étais en communication avec moi-même. Certains appellent, alors, chacun met son terme. Ça peut être sa petite voix, son âme, je sais pas, son inconscient, peu importe. Mais moi, en tout cas, je sais que j'ai découvert beaucoup de choses et ça m'a appris énormément sur moi-même. Et ça m'a même appris et c'est marrant parce que j'ai fait une conférence là il y a 15 jours et je me suis rendu compte en faisant la conférence que j'ai raconté ce qui s'était passé à un moment donné lorsque j'étais dans cette partie-là où on montrait toutes les parties de moi-même. On m'a montré un écran de cinéma et on m'a montré une partie de ma vie sur un écran de cinéma. Et je me disais, mais pourquoi on me montre un écran de cinéma? C'est un truc bizarre. Et j'ai compris il y a 15 jours que, ah ok, on me Ouais, montrait déjà quelque chose. ouais, c'est fou, Et hein. ça, il y a 15 ans. Mais alors ça, c'est génial. C'est quelque chose que je dis souvent. C'est quand on vous fait des messages ou des prédictions, ou vous avez des ressentis. Si ça parle pas, gardez-les dans la poche parce C'est ça. que bah, ça peut ressortir. Moi, si tu veux, avant que je commence les cartes, on m'a dit tu feras des conférences. Putain, Mm. mais pas du tout. Mais l'idée me plaît, c'est sympa. Tu te dis, je garde ça dans un coin de la tête, tout en me disant, mais pas du tout, jamais. Eh ben si, c'était 5 ans avant, pas 15, 5 ans avant. Ouais, Il faut toujours se garder dans la poche. Donc toi, on t'a dit que donc tu as la certitude que ton film va se faire, et ça, c'est quand même pas c'est mal. ça. Mm. Alors, je redis, et on finira sur un sujet qui me tient à cœur. Edgar, l'enfant chaman, et l'enfant chaman, Mm. à lire absolument. Il est magnifique. Alors, il est aux éditions de l'Éveilleur Quantique. On le trouve, je mettrai des liens de toute façon sous la vidéo. Vraiment, je recommande. Je recommande. Si vous pouvez aussi vous le faire dédicacer, faut suivre Philippe parce que ses dédicaces sont assez sympas. Je lis pas la mienne parce que c'est que la mienne, mais n'hésitez pas. Le court métrage qui fait quand même à peu près 20 minutes n'est pas disponible, mais vous pouvez trouver la bande-annonce. Pareil, je la mets en lien. J'aimerais qu'on termine sur un truc important. Allez, on va dire les 3 red flags. C'est comment se prémunir. Comment. Alors, on a bien vu hein, tous les rituels et compagnie, mais comment se prémunir en fait pas des mauvaises personnes, parce que je suis sûre que tu as des gens très bien qui sont persuadés d'être chamans alors que pas du tout, mais comment ne pas rentrer dans le piège, on va dire, du chamanisme commercial. Voilà, je le dis. Bah, j'ai envie de dire, moi, la première des choses, c'est toujours de sentir comment vibratoirement ça marche. Parce qu'en fait, on s'aperçoit qu'on a une capacité à vibratoirement se dire, ah, là, je me sens bien avec cette personne. C'est pas parce on me l'a conseillé, mais c'est parce que je sens que ça va en harmonie avec moi. Ça, c'est une première chose qui, pour moi, pas pour moi, l'essentiel, c'est toujours ça. C'est maintenant, c'est chant, ça vibre ou ça vibre pas. Ça, c'est ma première chose. Mais j'ai envie de dire, si on veut vraiment être dans quelque chose de beaucoup plus rationnel, c'est bien d'aller s'informer de d'où vient cette personne et ce qu'elle a fait auparavant. Ça, par contre, c'est super important parce qu'on s'aperçoit quand même un grand nombre qui veulent t'emmener dans des cérémoniales ou des choses comme ça, alors que
elles ont rien fait de leur vie, quoi. Elles ont fait un stage ou deux, et puis voilà. Donc, je pense que ça, c'est la première des choses à les vérifier. C'est vérifier ça. C'est de voir effectivement comment ça vibre avec nous et sentir. Et puis après, c'est aussi de sentir ce qui nous appelle. Et pour ça, il y a des lectures. C'est bien d'aller voir ce que dit le chamanisme américain d'Amérique du Nord, d'Amérique du Sud. Il y a des bouquins. Il y a un bouquin qui est vachement bien qui s'appelle Edgar et l'enfant chaman qui parle de tout ça. Et d'une manière romancée, c'est cool. J'adore. Mais non, mais blague à part, c'est bien de s'intéresser aux différents types de chamanisme. Il y a plein de documentaires maintenant qui existent. Il suffit d'aller sur Internet, on en trouve plein. Mm, D'aller écouter tout ça, juste de se laisser inspirer par la réalité et de ressentir les gens. Un type qui a 25 ans ou une nana qui a 25 ans qui vous dit je suis chaman, questionnez-vous. Parce que je pense que on n'est pas chaman à 20 ans ou 25 ans, c'est pas le fait de la question d'âge, c'est le fait qu'il y a toute une expérience à avoir, ce sont des années et des années où on va aller travailler intérieurement pour pouvoir enfin se dire chaman. Donc, c'est bien d'aller vérifier tous ces effets-là, quoi. Et après, ouais, puis le fait de se renseigner aussi, c'est pas un rituel, mais c'est aussi une façon de prendre aussi un peu de recul, parce que évidemment, les gens qui sont dans la demande, alors tu as des gens qui sont curieux, mais tu as des gens aussi qui sont en détresse. Et le fait de se renseigner, de lire, par exemple, Edgar et l'enfant chaman, par exemple. par exemple, juste comme ça, ou d'aller voir des documentaires, ça permet aussi, rien que ça, de lâcher prise sur sa douleur, sur son questionnement, et d'être plus dans le ressenti et moins dans le mental, et plus à même d'écouter ce que l'on ressent et de prendre la bonne décision. Oui, puis c'est vraiment toujours faire la. Tu sais, moi, j'ai vu des gens qui sont allés dans des cérémonies des fois parce qu'on leur dit, ah tiens, il y a une cérémonie de tambour, tu viens avec moi? Ouais, ouais, je connais pas. Et j'ai envie de dire, quand on va toucher à la spiritualité, on peut pas le faire simplement, ouais, ouais, je connais pas. Non, non. Faut aller voir qui fait ça, comment ça se fait, comment ça vibre en nous. Après, qu'on veuille expérimenter, c'est une chose que je trouve intéressante de laisser cette impulsion. Mais Hmm. il faut que ça soit une impulsion ressentie et pas le côté, tiens, je sais pas quoi foutre demain, je vais aller faire ça avec mon pote. Parce que faut être très attentif. Faut être attentif à là où on met les pieds. Les cérémonies sont des choses qui sont vraiment très ritualisées. Il faut être attentif à ça, quoi. On peut pas faire n'importe quoi. On peut pas se dire, bah tiens, parce que il y a un groupe là qui fait du tambour, je vais m'y associer, je vais faire du tambour. Non, non, parce que ça peut t'emmener très très loin. Parce que quand on fait du tambour, on appelle les esprits aussi. Et en appelant les esprits, on ne sait pas qui on appelle. Et si on n'a pas quelqu'un qui est là qui est vraiment le maître de cérémonie, bah, on ne sait pas qu'est-ce qu'on va appeler. Et il faut Hmm. être vachement vigilant. Sans compter que des fois, on peut partir aussi complètement en En live, cacahuète, et puis oui. après, il faut redescendre, hein. Oui. En fait, en gros, si je dois dire en une phrase tout ce que tu nous expliques, c'est qu'il faut faire les choses en conscience. Complètement. Et c'est ce que t'as appris et t'as apporté le chamanisme, en Tout plus à de fait. la paix intérieure. Tout à fait. Mais complètement, mais c'est vraiment ça. Alors toi, je sais que tu fais des soins. Est-ce que tu en fais au grand public? Alors ça, oui, oui, j'en fais un peu. J'avoue que j'en fais pas énormément dans le sens où je suis quand même très accaparé par l'écriture, par le cinéma, ainsi de suite. Mais oui, j'en fais au grand public lorsque ça me demandé. Et moi, je fais des soins où là, bon, c'est des soins qui m'ont été donnés aussi, hein, qu'on m'a offert. Mm. Et on m'a demandé de travailler sur la restructuration de l'ADN, où là, je fais des soins effectivement sur cette restructuration et le retissage de l'ADN qui subit beaucoup par les événements de la vie, quoi. Et donc, moi, mon soin, il consiste en ça, quoi. Et si quelqu'un veut te contacter pour un soin, comment ça se passe? Eh bien, il me contacte. Ok. Il trouve, il trouve. C'est le Non, non, chemin, mais le rituel. non, mais généralement, j'ai envie de dire, j'ai un compte Facebook sur lequel bah, il suffit d'aller, ou sur Instagram, de m'envoyer un message sur Philippe Garcin, hein, tout Oui, et puis simplement. t'es hyper accessible. Par contre, moi, je vous préviens, hein, si c'est non, c'est pas personnel, c'est qu'il le sent Non, pas, qu'il non. a pas le temps, C'est voilà. que voilà, parce que je On préfère le faire ça voit. comme ça. On le Voilà. voit, si c'est oui, si c'est non, il n'y a pas de négociation et c'est pas malveillant, bien au contraire d'ailleurs. Non, non, du tout. C'est vraiment parce qu'en fait, c'est ce que je dis souvent. J'ai les périodes où je fais des soins, par exemple, j'en fais pas plus de 2 par jour. Ah bah oui. Donc, c'est parce que si je fais un soin, je le fais entièrement, quoi. Hmm. Le côté faire 20 soins par jour, c'est pas ma Bah, came c'est du tout. très prenant, enfin, faut avoir beaucoup d'énergie. D'accord. Donc voilà, je procède comme ça. Il suffit de m'envoyer sur Messenger ou sur Voilà. Insta, et puis voilà, on Puis m'envoie un vous petit verrez bien, message. surprise.
Edgar et l'enfant chaman, je recommande. Puis c'est Aussi. simple à lire en plus. Enfin, moi, je suis une grande lectrice et c'est ce que j'apprécie dans les livres. Euh, Plus c'est simple, plus c'est accessible, mieux c'est. Et toi, tu as vraiment cette envie de transmettre. Donc c'est Complètement. sûr que si tu commences à faire des phrases qui font 30 lignes, c'est un peu difficile. Oui, et puis si je peux me permettre juste de rajouter une chose, c'est tu vois que les gars, l'enfant chaman, je l'ai écrit de telle manière que les enfants le lisent. Moi, j'ai C'est des ce que enfants de j'allais te 10 ans. demander. Est-ce que les enfants Les peuvent le lire? les enfants de l'âge de 10 ans, ils le lisent. Et j'ai des enfants qui m'envoient des courriers en plus de ça, hein. Oh, c'est trop mignon. Ça, c'est Trop la mignon. meilleure, c'est le meilleur cadeau, je pense. Et j'ai des enfants qui le lisent comme un livre d'aventure et qui adorent à plusieurs reprises, on me l'a comparé au Petit Prince. J'ai fait, wow, c'est gentil parce que là, Oui, mais ça me choque c'est un pas. texte. C'est ce que je me suis dit quand en le commençant. Bah, parce que moi, le Petit Prince, ça reste aussi Ah, un livre de référence, hein. c'est le livre de développement personnel par excellence, Le Petit Euh, Prince, quand même. Moi, quand on m'a comparé à ça, je trouvais ça super. Et j'ai des enfants donc, qui le lisent, qui m'envoient des courriers. Ils le lisent comme un roman d'aventure. Et en même Mm. temps, tout en lisant dans un roman d'aventure, bah, ils ont toutes les informations qu'ils reçoivent eux aussi pour leur propre développement. Et sans même s'en rendre compte, puisqu'ils le lisent comme un roman Ben, d'aventure. vraiment, ouais. Mais est-ce que Exactement. c'est pas du coup la meilleure recette pour un excellent livre? Bah, je pense que c'est, enfin moi en tout cas, c'est comme ça que j'aime les écrire. Et puis ça permet de toucher les enfants. Les adultes, eux, le lisent vraiment comme un livre qui va leur permettre d'aller prendre conscience et leur donner des compréhensions sur l'existence qui sont enfin des compréhensions un peu assez particulières que j'ai pu vivre. Et moi, ça va les amener effectivement dans cette dimension-là. Et ce qui fait que comme ça, c'est un livre qui se lit à tous les âges et chacun va y tirer la quintessence de ce dont il a besoin, quoi. Et donc, je trouve ça Mm. génial. Moi, c'est comme ça que j'aime transmettre aussi, c'est pour ça. Ben, c'est bien. Moi, je dis oui, je valide. Écoute, moi, ce que je te propose, c'est que quand ton film sort, tu reviens pour une Je suis avec émission. plaisir. Tu m'as dit que tu m'inviterais à l'avant-première, Tout donc à je serai fait. là avec plaisir aussi. Exactement. Exactement. J'ai hâte de la suite. Est-ce que tu as un mot de la fin? Oui. Ah, je sais ce que tu vas dire. Non, non, le mot de la fin, je sais pas si j'ai un mot de la fin et il y a juste, il y a juste deux choses. Moi, je parlais du texte de Seattle tout à l'heure et je sais pas si tu as eu l'occasion de le lire, mais beaucoup de gens ne l'ont pas lu et je trouve que ça serait bien que ça soit lu par tous. Il est très très grand. La lettre de Seattle, c'est ce qu'il a écrit au moment où il a accepté de donner ses terres aux Blancs, on va dire aux Hmm. cow-boys. Et donc, eux soient simplement mis dans des réserves. Et donc, il a fait un long texte qui est magnifique sur la nature, sur l'environnement, ainsi de suite. Et à un moment donné, il dit simplement une phrase que je trouve tellement importante. Il dit le jour où vous aurez tué tous les bisons, que vous aurez mangé tous les poissons qu'il y a dans la rivière, que vous aurez attrapé toutes les baies qu'il y a sur les arbres, et que vous aurez fait commerce de tout, vous vous rendrez compte que l'argent ne se mange pas. Et pour moi, il veut tout dire, quoi. Il dit détruisez toute la nature tant que vous le voudrez, mais rendez-vous compte qu'en la détruisant et en l'appauvrissant de tous ses biens, et ben, un jour, vous allez vous rendre compte que, au nom de l'argent, du gain, ben, vous avez tout détruit. Et que vos billets c'est de, des dollars, de mais des 100 billets dollars. de 100 dollars, vous ne pourrez pas les bouffer, ça vous nourrira pas. Bon, bah, il est très d'actualité ce texte finalement parce qu'on n'a toujours pas compris visiblement. Exactement. Et pour moi, ça, voilà, c'est quelque chose de magnifique voilà, que j'ai toujours, je me dis, ça devrait être lu dans toutes les écoles, ça, en fait, parce que c'est un texte d'une très grande beauté. Et la deuxième chose, ce sera mon deuxième mot de la fin, si je peux me permettre, c'est que tout à l'heure, on parlait effectivement de cette capacité à lâcher prise. Hmm. Et tu vois, après en avoir discuté avec un chaman pendant que j'étais en pleine forêt amazonienne et dans le doute, et c'est quand tu es en isolement en forêt amazonienne, la nuit et le jour, c'est voilà, pas toujours simple. Puis les animaux sont pas toujours cool, mais c'est spécial. Et j'ai discuté avec lui, je lui ai dit, pour toi, c'est quoi le lâcher prise? Il m'a dit, pourquoi tu me poses la question? Je lui ai dit, parce que j'ai posé la question à des bouddhistes qui m'ont dit de faire des mantras, mais ça m'a rien apporté. J'ai posé la question à des cathos qui m'ont dit de prier, mais ça m'a rien apporté. J'ai posé la question à des psys et j'ai été psy moi-même et j'ai pas la réponse à proprement dit. Et il m'a simplement dit, il m'a dit, tu sais, le lâcher prise, avant toute chose, c'est une décision. Déjà bon, et pourquoi? Il me dit parce que bien souvent, ce qu'on vous apprend, on vous dit, il faut que tu lâches prise, mais on te dit pas de quoi, on te demande pas de quoi. Alors décide de quoi tu veux lâcher prise, et puis après, ça marchera. Et j'ai dit, mais c'est débile ton truc. Ben non. Mais vas-y, fais l'expérience.
Et à ce moment-là, j'étais fumeur. J'ai dit, OK, d'accord, bah, je décide d'arrêter de fumer. Il me dit, ouais, fais-le avec conscience, crie-le à l'univers et dis à l'univers, maintenant, je te remets ça entre les mains, je décide d'arrêter de fumer. Et je pris cette décision ce jour-là. Et je me suis arrêté de fumer. Voilà. Donc, comme quoi, c'était pas Donc, si bon lâcher que ça. prise. Bien. Comme quoi, le lâcher prise, quelquefois et très souvent, ça, C'est une avant toute chose, décision. c'est une décision. C'est ça. Et il faut vraiment savoir ce que l'on décide. Voilà. Pas dire, oh, bah, je veux lâcher prise. Non, Et alors faut. toi, quand même, t'es joueur, parce que du coup, t'es au défi de choisir un truc sur lequel lâcher prise. Ton choix, il est assez difficile, l'arrêt du tabac. On parlait de toxicomanie, c'est une énorme dépendance, donc toi, t'es très joueur. Hum, Et hum. t'as très bien lâché prise. Ouais, bah, tu vois, en fait, c'est ce que j'ai toujours fait, c'est que dans toutes les cérémonies que j'ai pu faire, ou partout où je suis allé, j'ai fait d'autres types de cérémonies, je suis parti au Québec, j'ai fait des cérémonies de renaissance où on m'a enfermé dans un cercueil, enfin bref, j'ai fait des trucs quand même un peu particuliers. Et à chaque fois, j'ai voulu aller dans la partie extrême parce que c'est, à mon sens, c'est au moment où tu es au bord de la falaise que tu te rends compte des risques. Et là, je me suis dit, bah, quand je suis au bord, c'est là où je vais prendre la décision de me dire, bah, si je me recule un tout petit peu, si je prends une respiration, ça me fera du bien, quoi. Mais j'aime toujours aller jusqu'au bout. Je prends toujours le côté le plus extrême, quoi, on va dire. Oui, mais ça, oui, hein, c'est bien ce qu'on ressent, mais ça fait partie de toi. Ouais, Et voilà. Merci Philippe pour cet échange avec immense plaisir. passionnant toujours. Je te le redis, tu reviens pour le film. Yes. N'hésitez pas à commenter. Tu viendras faire un petit tour sur les commentaires pour Bien discuter sûr. évidemment. C'est toujours hyper sympa à commenter, à vous abonner si ça n'est pas déjà fait. Et on se retrouve très rapidement pour une autre émission. Merci à tous et merci à toi Philippe. Merci à toi, avec plaisir.